Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre petite série noire et je vais vous parler de 3 techniques pour entrer en communication avec l'au-delà. Vous me connaissez en tant que médium, donc personnellement j'utilise l'écriture automatique, mais aujourd'hui je voulais vous parler des origines de la nécromancie, du spiritisme et de l'invention des voix électroniques. Donc je me fie toujours au livre des morts et de l'au-delà que je vous avais présenté dans les semaines précédentes et nous allons continuer notre petit tour d'horizon. Alors la nécromancie, eh bien on pose une question, c'est-à-dire et s'il existait un moyen de prédire le jour de votre mort, est-ce que vous aimeriez le savoir? C'est une grande question existentielle. Alors personnellement en voyance ou autre, je ne prédis pas la date de votre mort. Je peux prévoir un décès effectivement selon une durée à peu près approximative, mais voilà, je n'ai encore jusque-là annoncé le décès de personne et tant mieux, j'en ai pas envie. Alors pour répondre à cette question, c'est vrai que ce serait tentant de savoir et à double tranchant. C'est vrai que le fait de savoir, on profiterait peut-être différemment de la vie, mais je pense qu'avec cette épée de Damoclès sur la tête, on n'apprendrait pas les mêmes choses, je pense. Donc c'est un petit peu tendancieux et ne sachant pas prédire le jour de votre mort, eh bien j'ai envie de dire tant mieux et je pense que ça résout le problème. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimeriez savoir la date de votre mort? Alors qu'est-ce que la nécromancie? C'est des pratiques en fait qui consistent à lire l'avenir ou à obtenir un secret occulte qui sont regroupés sous le terme de divination. Donc en fait, je distingue les deux pratiques, c'est-à-dire la voyance qui est vraiment la prédiction de l'avenir. Alors, sous-entendu, la prédiction de votre avenir en fonction des choix que vous avez faits et que vous êtes en train de faire. Sachez que 90% à peu près de votre destinée peut se réécrire, se reprogrammer. Quand on me demande qu'est-ce qui va se passer dans les semaines ou mois à venir, j'ai envie de dire ça dépend de ce que vous voulez faire et ça dépend de ce que vous mettez en place. Il y a des choses qui arriveront quoi qu'il arrive, certains accidents, certaines rencontres, certaines leçons à comprendre. Tout le reste, on peut atténuer les effets d'un accident, d'une maladie, on peut atténuer la douleur que ça peut provoquer. On peut comprendre les leçons beaucoup plus vite, on peut reprogrammer les choses. Donc votre destinée elle est entre vos mains, c'est vous qui tenez les rênes. Moi je suis juste là pour vous dire ce qui va arriver là à l'heure actuelle avec ce qui a été fait, ce qui a été mis en place. Mais je suis aussi là pour vous dire ce que vous pouvez mettre en place pour aller à tel endroit. Après vous avez tout entre les mains, c'est à vous de faire votre choix. Donc là on est sur de la divination. Et la médiumnité c'est le contact avec l'au-delà, avec les défunts, avec les entités, avec peu importe, c'est une communication avec une autre vibration. Donc voilà la petite subtilité. Donc là en nécromancie, voilà, il parle de divination. Et on revient sur les civilisations antiques, parce qu'en fait le but quand même de cette vidéo c'est de revenir sur les origines. Les civilisations antiques comme modernes les ont explorées au moyen d'une invraisemblable panoplie de moyens, des rêves à la drogue, des étoiles au marc de café. Alors effectivement, tout ce qui est substance illicite, etc. favorisait ou favoriserait. Je n'ai jamais testé personnellement, j'ai pas besoin et je suis un peu contre ça aussi. Le fait de prendre de la drogue, alors on voit ça surtout en chamanisme ou autre, où effectivement on atteint un état de conscience modifié plus rapidement, peut-être plus profond, soit. Et quand on parle d'étoiles ou du marc de café, etc., ce sont tout simplement des oracles. Donc je vous demande peut-être de vous référer à la vidéo sur les oracles. Je vous en ai présenté en forme de carte, évidemment. Il y a des runes, il y a le marc de café, les feuilles de thé, vous pouvez faire de la divination au pendule, avec de l'eau, en regardant le vol des oiseaux, tout simplement à l'intuition, par flash. En fait, oracle signifie tout simplement messager. Donc tout ce qui peut apporter un message, peu importe le support, est un oracle. Donc effectivement, on parle d'étoiles et de marc de café. La nécromancie, en fait, emploie l'esprit des morts et parfois aussi leur corps pour révéler l'avenir et répondre à certaines questions. Donc là, en fait, ils font un petit mix où ils se servent de la médiumnité pour faire de la divination. Donc après, ça dépend les croyances. Personnellement, j'aime bien distinguer les deux. Maintenant, là, voilà, ça peut se faire. Donc on emploie les esprits et parfois aussi leur corps. Je pense qu'ici, il parle d'incorporation. Donc ce que je fais
en contact défunt, mais où je n'autorise que les mains pour écrire. Alors parfois ils prennent aussi les yeux, la gorge pour parler, ce qui peut être assez perturbant pour la personne qui est en face. Mais je pense qu'ici on parle du coup d'incorporation pour répondre à nos questions. Cette pratique a été associée aux anciens babyloniens, aux Perses, aux Grecs, aux Romains et aux peuples nordiques, entre autres. Dans l'Edda poétique islandaise, on retrouve d'ailleurs une histoire où Odin, qui est parfois appelé Papa Yule, Yule qui fait référence du coup au solstice d'hiver, qui détient le pouvoir de ressusciter les morts. Et certains érudits ont relié la fête païenne de Yule à la chasse fantastique qui voit les morts sortir de leur tombe pour se joindre à Odin dans une procession nocturne à travers les cieux. En fait, Yule, je ferai une vidéo sur le sujet à la période propice, donc je pense la semaine prochaine, dans 15 jours, qui fait référence donc à l'équinoxe d'hiver, qui est cette période très sombre. En fait, on va distinguer une période sombre qui va être l'automne-l'hiver et une période beaucoup plus claire qui va être le printemps et l'été. Et dans cette période sombre, on a vu avec Mabon l'équinoxe d'automne qui nous invitait en fait à récolter ce qui avait été fait, à nous mettre un petit peu en repli, à comprendre les choses pour se préparer à l'introspection de l'hiver. Et c'est là que Yule entre en jeu. En fait, on en profite pour se débarrasser des choses dont on ne veut plus, des croyances, des comportements, enfin peu importe, des relations. On entre en introspection, on va chercher au plus profond de nous-mêmes ce qui se cache, ce qui a besoin d'être guéri, d'être réparé, d'être mis en lumière, pour pouvoir justement au printemps renaître beaucoup plus léger et beaucoup plus sainement. Et donc voilà, c'est en cette période sombre, c'est cette croyance, on voit les morts sortir de leur tombe et faire une procession nocturne à travers les cieux. En fait, au niveau de l'équinoxe d'automne et même au niveau de Yule, on a cette croyance que le voile entre notre plan terrestre et les plans autres, que le voile est très très mince et permet justement aux défunts de revenir, ou aux entités autres, de revenir beaucoup plus facilement. Donc du coup, voilà d'où vient aussi cette croyance. Les nécromanciens, parmi lesquels on compte d'éminents mathématiciens, vous voyez comme quoi que la science n'est pas éloignée de la spiritualité. On compte par exemple John Dee, John Napier, qui ont prospéré au Moyen-Âge, bien que condamnés par l'Église catholique qui les accusait d'être des agents du démon. Eh bien, j'ai envie de dire, cette négation de l'Église, on la vit encore à l'heure actuelle. Toutes les personnes qui sont vraiment dans cette religion voient d'un mauvais œil la divination et la médiumnité. J'ai entendu, pour ma part, je parle de mon expérience personnelle, où on m'insultait de suppôts de Satan, de filles de Satan, de démons, et j'en passe. Tout simplement à cause de mon activité de voyante et de médium. Donc, voilà, c'est leur croyance. Maintenant, c'est pas parce qu'on fait de la divination que nous sommes des suppôts de Satan ou quoi que ce soit. On a juste une intuition beaucoup plus développée, on a des capacités. Ce sont des capacités que tout le monde a en soi, en fait, surtout la médiumnité. Donc en fait, à ce moment-là, on serait tous des suppôts de Satan, j'ai envie de dire. Généralement, ce qui fait peur, on préfère le chasser. Un petit peu les chasses aux sorcières, j'ai envie de dire, on la vit encore à l'heure actuelle. Je suis abonnée à une page d'une sorcière qui tient une boutique très sympa dans le sud de la France, et elle reçoit plein de tracts en disant Jésus t'aime, Jésus va te sauver, etc. Alors, peu importe les religions, mais moi je préfère parler de spiritualité qui englobe les religions au besoin, c'est-à-dire juste de penser qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, pas dans le sens où quelqu'un nous dirige, nous juge, c'est juste qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, un projet beaucoup plus grand auquel nous appartenons. Voilà quelle est ma croyance, après chacun la sienne, mais effectivement, être nécromancien, être voyant, être médium, surtout à cette époque-là, c'était très mal vu et je pense qu'on en a brûlé et tué énormément là-dessus. À notre époque, on ne le fait plus heureusement, mais on le fait d'une autre manière, donc voilà. Mais en tout cas, ces pauvres personnes ont été condamnées et accusées d'être des agents du démon. Et en Angleterre, la nécromancie a été interdite par le Witchcraft Act de 1604. Ok, comme je vous dis que ce qui fait peur, on préfère le mettre de côté. Parmi les plus vieux récits de nécromancie, on va compter un passage de l'Odyssée d'Homère, environ 850 avant Jésus-Christ,
Et un autre, c'est l'Énéide de Virgile en 20 avant Jésus-Christ, où Ulysse et Énée, respectivement, bravent bien des périls pour voyager dans le séjour des ombres, afin d'y trouver conseil auprès des esprits de proches disparus. Ulysse, tout ce qui est l'Odyssée d'Homère, etc., c'est assez connu, je ne sais pas ce que vous en pensez, et si vous l'avez vécu en tout cas de cette façon, mais en tout cas, voilà, ça reprend ce principe de nécromancie. Et du coup de médiumnité, c'est-à-dire de contact avec les défunts. Dans la Bible, le roi Saül fait appel au talent nécromantique de la sorcière d'Endor pour invoquer l'esprit du prophète Samuel afin qu'il prévoie l'issue d'une bataille à venir. Donc, comme quoi il les utilisait aussi. Je vous ferai une petite vidéo sur la sorcière d'Endor et sur d'autres légendes très prochainement. On a trouvé un grimoire au XVe siècle, appelé le Manuel de Munich de magie démoniaque, qui nous apprend que les nécromanciens d'antan se tenaient parfois au sein de cercles de protection magique dans les cimetières et utilisaient des versets bibliques et des sacrifices d'animaux au cours de leurs rituels. Je ferai aussi, je pense, une vidéo sur les protections, sur les bases de la sorcellerie. Je pense même proposer une petite formation sur le sujet. Donc tout simplement, on n'est pas obligé de faire des invocations démoniaques ou autres quand on se retrouve dans des cercles de protection. Alors oui, ça peut paraître d'un point de vue extérieur un petit peu très folklorique et ça peut faire peur. Mais en fait, pas du tout. On fait ça tout simplement pour se... Imaginez, voilà, on trace un cercle, on est au centre de ce cercle et on veut que toutes les énergies, quelles qu'elles soient, ne soient pas enfermées avec nous. Pour qu'on puisse simplement se retrouver avec nous-mêmes, avec notre propre énergie et l'énergie des entités éventuelles qu'on invoquerait. Que ce soit des anges, des archanges, des défunts, peu importe ce qu'on invoque, mais tout simplement, voilà, ce cercle de protection magique va servir à ça. Les versets bibliques, ben pourquoi pas, en fait, on utilise la Bible ou des textes anciens, tout simplement parce que plus un texte est répété, plus les mots sont utilisés, plus le texte sera efficace. Il m'est arrivé en exorcisme, par exemple, ou en nettoyage de lieux, d'utiliser un Notre Père. Alors, je ne suis pas dans cette religion, mais pourtant, voilà, le Notre Père a fait ses preuves, et il m'arrive de temps en temps de le réciter, alors que je ne le connais pas en tant que consciente. Il m'arrive de le réciter la nuit quand je subis des attaques nocturnes. Mais en tout cas, voilà, ce sont des textes que l'on utilise qui ont leur efficacité là-dessus. Et les sacrifices, alors oui, effectivement, ça peut se faire dans certains rituels. Alors personnellement, je ne sacrifie personne. Et surtout pas les animaux, vous savez à quel point je les aime. Donc voilà, mais en tout cas, sachez que ça a été fait. Et plus récemment, on parle de médiums. Donc il y a John Edward, Sylvia Brown et Teresa Caputo, qui est surnommée la voyante de Long Island, qui vont diffuser à la télévision américaine des expériences qui frisent la nécromancie. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils sont un peu plus ouverts aussi à ça, à tout ce folklore. Ils ont une expression qui est complètement différente. Alors en France, on est un peu plus frileux là-dessus, c'est dommage, mais en tout cas, voilà, sachez que ça se fait. Et le plus célèbre médium en France serait Henri Vigneault, selon ce bouquin. Donc je ferai aussi des recherches sur ce monsieur pour pourquoi pas vous en parler plus longuement et faire peut-être une vidéo sur les médiums connus, les différents types de médiumnité, etc. Donc voilà pour la nécromancie, pour que vous en sachiez un petit peu plus. Et maintenant on va arriver à une autre technique, ce qu'on va appeler le spiritisme. Donc là je vais survoler le sujet, on pourra en parler pendant des heures. C'est juste pour ouvrir un petit peu des portes et pour vous donner peut-être envie d'aller voir ce qui se passe. Donc spiritisme, eh bien forcément on va parler des sœurs Fox. Je vous les présente. Hop. Les voici. Les sœurs Fox, donc avec Margaretha, Kate et Léa. Et en fait, il semblerait que les deux cadettes aient convaincu Léa d'entrer en communication avec les esprits. Et Léa a ensuite géré leur carrière. Donc en fait, le 11 décembre 1847, les sœurs Kate et Margaretha Fox, deux adolescentes, ont emménagé avec leurs parents dans une maison à Hydesville, près de New York, qui avait la réputation d'être hantée. On y entendait des coups, des bruits. Et selon la rumeur, le précédent occupant, qui était Michael Wickman, avait quitté les lieux en raison de ces étranges phénomènes. Donc d'ailleurs, si tout ce qui est hanté, etc. vous intéresse, j'avais fait une vidéo il y a
quelques mois peut-être maintenant, sur qu'est-ce qu'étaient des maisons hantées, etc. Qu'est-ce que ça supposait. Parce que, alors j'aime pas, oui, un lieu peut être hanté, mais peut être hanté de plein de choses, peut être hanté de mémoire, peut être hanté de défunts, etc. Donc voilà. Poursuivons la petite histoire des sœurs Fox. Donc en fait, en mars 1848, Margaretha et Kate affirment avoir entendu de drôles de sons. Un prétendu esprit, surnommé Monsieur Splitfoot, c'est-à-dire Monsieur aux pieds fourchus, par les deux sœurs, se serait mis à communiquer avec elles par le biais de petits coups, un coup pour non et deux coups pour oui. C'est aussi ce qu'on peut faire avec des planches ou avec... enfin là, on peut utiliser la planche de Ouija, par exemple, pour faire du spiritisme. On peut utiliser aussi les coups, les guéridons, etc. Ces bruits, en fait, les ont suivis après leur déménagement à Rochester, toujours dans l'État de New York. C'est bien qu'elles organisèrent des spectacles dans les théâtres, faisant payer les entrées et générant curiosité et scepticisme. Elles sont ainsi devenues les médiums les plus connus du spiritualisme américain du XIXe siècle. Un mouvement fondé sur la possibilité de communiquer avec les esprits, qui comptait près de 2 millions de membres en 1855. Et en 1888, les deux sœurs confessèrent à un journaliste que cet esprit frappeur n'était qu'une arnaque. Et oui, je ne sais pas si vous saviez cette information, mais effectivement, les sœurs Fox ont admis qu'elles avaient menti et qu'elles s'étaient servies un petit peu de ce phénomène pour faire le buzz et se faire un peu d'argent. Alors ça a discrédité un petit peu, j'ai envie de dire, nos professions, nos dons, nos capacités. Sachez, enfin, en tout cas qu'à l'heure actuelle, oui, il y a des charlatans, j'ai envie de dire, partout, dans tous les corps de métier, mais voilà, enfin je sais que pour ma part, il y a ce côté authentique, ce côté honnête, et je n'inventerai pas quoi que ce soit. On est nombreux quand même à être comme ça, et heureusement, mais c'est vrai que ça nous a fait, alors ça a fait peut-être naître ce mouvement, il a fallu qu'on en passe par là. Effectivement, voilà, les sœurs Fox n'étaient pas très honnêtes. En fait, elles reproduisaient les sons en faisant craquer leurs articulations, des orteils et des genoux. Et elles sont mortes peu après, complètement fauchées. Peut-être le karma qui les a rattrapées. Une séance de spiritisme, je ne sais pas si vous savez un petit peu ce que c'est. Je pense que vous avez en tête, malheureusement, les films d'horreur. En fait, imaginez qu'une assemblée de gens est assise autour d'une table et essaie de communiquer avec les esprits censés se manifester à travers de médiums ou d'objets, ou en déplaçant des objets. Donc là, on revient sur la table de Ouija, je vous ai fait une vidéo sur le sujet. On peut faire ça au pendule, on peut faire ça avec des coups, on peut faire ça avec peu importe le support. Ou par incorporation, on demande à un médium de se faire incorporer pour avoir des messages via cette personne. On retrouve d'ailleurs ça beaucoup aux États-Unis et tout ça, on a eu beaucoup ça, des gens même de haute société se retrouvaient pour faire ça. Ça a été même organisé à la Maison Blanche par Mary Todd Lincoln en 1863. Et d'ailleurs, elle faisait partie des plus célèbres adeptes. Elle et son mari, d'ailleurs Abraham Lincoln, on en a déjà parlé dans la dernière vidéo, portaient alors le deuil de leur fils. Et plusieurs scientifiques de renom ont été attirés par le mouvement spiritualiste et l'idée de contacter les morts, dont le biologiste Alfred Russel Wallace, l'ingénieur Marconi, pionnier de la radio par exemple, et l'inventeur Alexander Graham Bell, à qui on doit le premier téléphone. Et parmi les sceptiques, parce qu'il en fallait, on avait Houdini, vous savez, le célèbre illusionniste et magicien. Et malgré une longue histoire de fraude avérée, les séances de spiritisme sont encore organisées de nos jours. Donc effectivement, il y a des arnaqueurs, des charlatans dans tous les corps de métier. La médiumnité, la voyance, en fait partie, ce sont des métiers, des nouveaux métiers. Effectivement, en tout cas, ça ne doit pas vous refroidir pour autant. Les sœurs Fox ont payé entre guillemets avec leur karma, et peut-être que cette histoire était nécessaire pour faire naître des mouvements, des adeptes, et qui se sont rendus compte qu'effectivement ça pouvait réellement marcher et qu'on pouvait réellement communiquer avec l'au-delà et qu'on pouvait effectivement réellement connaître notre avenir et le modifier. En tout cas, voilà un petit peu pour le spiritisme. Et on va finir brièvement sur les voies électroniques, qui est une autre méthode pour rentrer en communication avec les défunts, alors que je n'ai jamais utilisé personnellement. Donc je ne ferai pas de retour personnel, mais par contre on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de Nikola Tesla.
Donc Nikola Tesla, pour ceux qui ne connaissent pas, est un inventeur né en Serbie et c'est un ingénieur électricien célèbre pour ses travaux sur le courant alternatif. Et il a prononcé un discours en 1917 dans lequel il confessait croire que les plus grands mystères de notre existence seraient encore à découvrir. Et que la mort elle-même pourrait bien ne pas être la fin de ces merveilleuses métaphores dont nous en sommes témoins. En 1920, Thomas Edison a affirmé dans Scientific American, un journal, que personne ne savait si nos personnalités passaient dans une autre sphère d'existence, mais qu'il était possible de construire un appareil si délicat que des êtres issus d'autres sphères d'existence voulaient entrer en contact avec nous dans celle-ci. Et cet appareil leur donnerait l'avantage et l'opportunité de s'exprimer que les Ouija et les médiums. Donc en fait, c'est un autre support qui permettrait justement d'entendre les défunts et de communiquer avec eux. Donc aujourd'hui, on appelle ça le PVE, le phénomène de voix électronique. Ça désigne en fait des sons mystérieux semblables à des voix que l'on peut entendre dans le bruit de fond d'enregistrement très amplifié. Donc en fait, le but, ce serait d'enregistrer pendant des minutes, des heures, des séances et de réécouter et de mettre de côté les voix justement qu'on pourra entendre. Alors, évidemment, il y a des sceptiques et ces sceptiques affirment que les voix ne seraient en fait que le produit en fait de stimulus aléatoires et que ce serait complètement une illusion en fait de voir par exemple le visage de la Vierge dans les nuages. Autour de 1956, le photographe américain Attila von Staley a cru avoir enregistré des esprits à l'aide d'un magnétophone à bande, même si ces êtres désincarnés n'avaient que des messages très profanes à transmettre, dont CG, Hot Dog Heart et Joyeux Noël et bonne année à tous. Il devait être content d'avoir enregistré ça sur magnétophone, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Les défunts n'ont pas toujours, ou les entités n'ont pas toujours des messages très philosophiques à nous transmettre, hein, ils nous transmettent ce qu'ils ont envie. Autour de 1959, le peintre et réalisateur suédois Friedrich Jürgensen a suscité l'enthousiasme autour du PVE quand il a affirmé entendre la voix de sa défunte mère prononcer son nom dans son enregistrement de chant d'oiseau qu'il avait réalisé au cours d'une promenade en forêt. Effectivement, ça devait être très fort en émotion. Parmi les célèbres adeptes donc, du PVE, on va compter le psychologue lettonne Sarah Hetzep, qui a fondé l'association américaine du PVE en 1982, et le professeur allemand Ernst Sankodski, qui a inventé dans les années 70 la transcommunication instrumentale, appelée TI, qui regroupe l'enregistrement de phénomènes paranormaux sur tout support magnétique ou électronique, les fax, les écrans de télé ou les ordinateurs numériques. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre petite méthode. Là, on parle de voix, de support électronique et magnétique. Il y a aussi des expériences qui ont été menées avec du plâtre. C'est-à-dire qu'on a mis un bac de plâtre par terre et on a attaché un médium. Donc un médium était assis sur une chaise, attaché, pieds et poings liés. Ce médium invoquait un défunt et lui demandait de se présenter. Et en fait, on voit sur la vidéo, donc le médium est complètement attaché, personne d'autre n'est dans la pièce et le bac est un petit peu plus loin. Et on voit une main ou un pied se glisser dans le bac de plâtre sans retirer et laisser une empreinte parfaite. Et c'est tellement parfait et tellement improbable qu'en fait, même si un humain avait voulu laisser sa trace en sortant la main ou le pied du bac, ça aurait laissé des coulures, ça aurait laissé une marque. Et là, on voit vraiment la trace. Et il y a eu des moulages comme ça qui ont été faits et je trouve ça aussi fascinant. On parlait de support, là on est dans du plus concret matériel, mais sachez que ça existe et si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir un petit peu sur internet ce qui s'est passé et me faire vos retours. Voilà un petit peu sur ces méthodes. Donc on est revenu sur les origines de la nécromancie, du spiritisme, du PVE. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je reviens très vite avec de nouvelles superstitions, de nouvelles légendes. On parlait de cette petite sorcière d'Andorre, et bien je vous ferai une vidéo dessus avec d'autres acolytes aussi. Et bien voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous.